Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Un truc un peu particulier aujourd'hui, c'est un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube. Je l'ai téléchargé, j'ai amélioré le son n'était pas vraiment audible. J'ai agrandi un petit peu l'image, j'ai fait un peu, voilà. C'est un documentaire qui s'appelle Les Français du jour J de Cédric Condon et écrit par Cédric Condon. Donc tous les biens de cette vidéo, tout ça vont lui être reportés. Il n'y a rien qui va aller sur ma chaîne évidemment. Moi c'est juste pour vous le présenter. Je vous mets toutes les infos dans la barre de présentation si vous voulez aller voir la fiche technique du film, etc. C'est un film vraiment top. Et vous allez comprendre plein de trucs, et c'est surtout très émouvant, parce qu'il y a évidemment des interviews des vrais acteurs de cette journée, du jour J, du 6 juin 1944, les Français qui ont débarqué en Normandie. Ok, alors, bon visionnage, et puis on se dit à très bientôt sur Plastic Dream, ok. À plus, ciao. Nous étions 177 Français ce 6 juin 1944. Seulement 177 Français à participer au jour J. Nous venions des quatre coins du pays, de l'outre-mer et des colonies. Parmi nous, des Bretons, des Alsaciens et des Normands, des Français de Tunisie, de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Parmi nous, des hommes qui croyaient au ciel et d'autres qui n'y croyaient pas, des ouvriers et des bourgeois. Nous étions 177. On m'a dit, est-ce que tu veux aller au commando? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que les commandos? Je suis pas au courant. On m'a dit, ce sont des unités spéciales qui font des missions. Bon, j'ai dit, d'accord, j'y vais. Beaucoup avaient été condamnés à mort par Pétain, parce qu'on était déserteurs dans la marine française. Donc, beaucoup de solidarité entre nous. Mais on était Français, pas de cœur simplement, on était Français pour défendre le pays, quoi. Ils ont demandé des volontaires pour faire des raids, quoi. Et c'est là que j'ai connu les commandos. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une poignée. Mais je me souviens de vous, mes camarades. Si différents, et pourtant si semblables. Tous mus par le même idéal, vaincre l'Allemagne nazie et libérer la patrie. Nous étions 177, seulement 177, à côté de 150 000 Américains, Anglais et Canadiens, mais ce jour-là, nous étions toute la France. Avant le jour le plus long, il y eut pour nous la nuit la plus courte. Nous allions peut-être mourir le lendemain. Et même si on n'osait pas se l'avouer, secrètement, l'angoisse nous étreignait. À la veille du jour J, on nous a fait monter dans deux barges, la 523 et la 527. On avait des billets avec notre nom marqué dessus qu'on devait remettre au moment de l'embarquement. Alors il y avait des malins qui disaient en le donnant « No return ticket, please ». Pas de billet retour, s'il vous plaît. Nous étions impatients, souriant à la caméra du sergent Clag, un reporter de guerre qui allait nous suivre jusqu'en enfer. Nous allions débarquer en Normandie. Nous allions enfin libérer notre pays. C'était dans la soirée. On est descendu dans la cale parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et dans les barges, on était tellement serrés qu'il y avait une lumière tamisée. Il n'y avait pas une forte lumière. On a des barges qui prennent 90 bonhommes, qui font toute la traversée avec. Allez, avancez jusqu'au fond. Là, c'est moi, René Rosset, 70 ans plus tôt. Parmi ceux qui embarquaient ce jour-là, j'étais le plus jeune. On m'appelait le petit Rosset. J'avais 17 ans. Mais il y avait là d'autres gamins comme moi. Un lycéen, Gwenaël Bolloré, fils d'industriel. Avec toutes ces mouettes, on se croira en vacances. Ouais, moi j'aime pas les mouettes. Dorfman, un mineur juif polonais tout juste naturalisé français. Non mais ça, un bateau, quoi. Plutôt une péniche pour naviguer sur le canal de Bourgogne. À côté d'un repris de justice, Bébert, dit la boulange, qui avait déjà passé plus d'années en tôle qu'en liberté. Mais aussi Bouarfa, un musulman d'Algérie. Il y avait même un curé, l'abbé de Norrois.
Non, décidément, nous n'étions pas du même monde. On n'a même pas de place, on se croirait dans un train de banlieue. Pourtant, nous allions combattre ensemble. Tous sous l'autorité d'un homme, notre chef, Philippe Kieffer. Mais comment Kieffer avait-il donc réussi à nous amener jusque-là? Nous sommes le 5 mars 1941. Ce jour-là, Kieffer, qui n'est encore qu'un petit officier interprète, est à Londres, pour une permission de 48 heures. Et c'est là, à la lecture des journaux, que sa vie va basculer. Et la nôtre avec. En effet, que ce soit dans la presse ou aux actualités britanniques, partout on ne parle que du raid audacieux qui vient de frapper les îles Lofoten en Norvège. Une opération coup de poing conduite par un nouveau type d'unité spéciale imaginé par Churchill lui-même, les commandos. C'est vrai que les British ont frappé un grand coup en Norvège. Non seulement ils font sauter les raffineries, mais ils détruisent aussi les dépôts de carburant, coulent 11 navires et capturent plus de 250 soldats allemands. C'est la première victoire de ces unités capables de frapper n'importe où et à n'importe quel moment. Un vrai succès. Grâce aux commandos, Churchill entend démontrer que l'armée britannique, même affaiblie, maintient la pression sur l'ennemi. Et ça marche. En mars 1941, on ne parle plus que du spectaculaire raid en Norvège. Kieffer fait alors un rêve. Pourquoi des Français n'auraient-ils pas le droit, eux aussi, de mener avec leurs camarades britanniques des opérations commando sur les côtes de France? Ce rêve, Kieffer va tout faire pour le concrétiser. Un rêve qui nous conduira des années plus tard à embarquer pour la Normandie. Commandant. Merci, lieutenant. C'est parti, messieurs. C'est un honneur d'être parmi vous. Good. The boarding's gone smoothly. Everyone's here. You'll be able to leave. Kieffer, at 0 hour, it'll all be up to you. Bonne chance. Le 5 juin 1944, à 18h, on largue enfin les amarres. Direction, la France. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Puis après, il y a eu le départ, il est sorti de l'estuaire, tu vois. Était vers le 7h du soir, quoi. Il commençait la nuit, hein. Mais encore, c'est pas vraiment la nuit, hein. Sur le pont de la barge 523 que filme le sergent Clegg, je salue peut-être pour la dernière fois l'Angleterre qui nous a tant donné. Je suis monté sur le pont, moi. Je regardais, il y avait des bateaux partout. Il y avait des sirènes, certainement il y avait des codes entre eux, il y avait des types avec les... Je disais, comment ils arrivent à... Quand on se retournait, on voyait que des bateaux partout, de tous les modèles, de partout. Philippe Kieffer, notre chef. Un type du genre placide, pas vraiment le modèle du fou de guerre. Imagine-t-on un homme plus éloigné de la vie militaire que ce banquier des Caraïbes, né à Haïti d'un père alsacien? Kieffer avait fait ses études chez les pères jésuites, et moi j'avais fait mes études chez les pères jésuites de Sarlat en Dordogne. Ça nous avait rapproché un petit peu. Lors de la Première Guerre mondiale, tout juste âgé de 18 ans, le jeune Kieffer est coincé à Port-au-Prince alors que la France est engluée dans la boue des tranchées. Il est dispensé de service et devient banquier. Mais en 1939, il décide de tout plaquer. Son île, son emploi et bientôt sa femme pour Paris. Et le jour de la déclaration de guerre, à plus de 40 ans, il s'engage comme simple marin. Un des plus vieux pompons rouges de la marine française. En pleine débâcle, Kieffer gagne l'Angleterre. Comme il maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare, il devient naturellement interprète. Ce talent lui assure rapidement des promotions au sein de la France libre, où rares sont les militaires qui parlent plus de 3 mots d'anglais. Cela le conduit au QG des forces navales françaises libres. Mais l'homme ne se voit pas passer la guerre dans un bureau. Depuis qu'il a vu les images du raid en Norvège, Kieffer n'a plus qu'un seul but, créer une unité commando constituée de soldats de la France libre. Mais parce qu'il estime qu'un chef doit s'imposer les mêmes exercices que ses hommes, à plus de 40 ans, cet ancien banquier décide d'enchaîner les stages dans les Royal Marines. Il avait 42 ans.
À l'époque, moi j'avais 18 ans, 19 ans, vous voyez, un peu quand je faisais entraînement de commando. Kiefer, c'était spécial, c'était vraiment un homme qui sortait de l'ordinaire. Hein. Une fois formé, Kiefer va voir les Français et les Britanniques pour leur exposer son projet d'un commando spécialement composé de Français. Mais au départ, personne n'est très chaud. Et pourtant, Kiefer parvient à convaincre ses interlocuteurs. L'état-major des FNFL d'abord. Vous ne pouvez pas rester insensible à ces Français qui veulent se battre. L'amiral Muselier lui donne carte blanche, à condition qu'il s'occupe de tout. Du recrutement comme des négociations avec les Anglais. Merci, amiral. Ces derniers commencent par faire la sourde oreille, mais finissent par comprendre l'avantage qu'il y a à disposer au sein de leur commando d'hommes qui connaissent les côtes françaises. Reste tout de même un sérieux détail, trouver des volontaires parmi les Français qui ont rejoint l'Angleterre. Kiefer n'a qu'une solution, faire du porte-à-porte dans toutes les casernes britanniques. Et il prend tout ce qui vient. Des grands, des petits, des gros, des maigres, des costauds et des moins costauds. Il n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. Bon, Casablanca, j'ai eu l'occasion de trouver un copain qui faisait partie d'un réseau. En arrivant à Beyrouth, j'ai falsifié parce qu'on m'a demandé mon âge. Et j'ai dit que j'avais plus de 17 ans. Ben, ça a marché. Notre bateau arrivé en Angleterre, nous a débarqué, et j'ai rejoint donc Liverpool. De là, il y avait un bureau de recrutement de la France libre. Je me suis engagé dans les forces navales françaises libres, à Londres. Les volontaires qui allaient signer pour le général de Gaulle passaient par Patriotic School. René Rosset, né à Tunis, d'un père français et d'une mère italienne. Vous êtes très jeune. 16 ans. Quelles sont les raisons précises de votre départ? Libérer la France. J'écoute Radio Londres tous les jours. Bon, en 40, j'étais dans l'armée française. Je faisais partie d'un bataillon d'artillerie. J'étais estafette motocycliste. Et puis, il se trouve qu'à Carantec, il y avait une filière d'évasion bien rodée. Alors, on est parti à 9 dans une petite embarcation, le Siltemord. J'ai donc animé une filière d'évasion vers la Suisse, l'Espagne et la France libre. Après, j'ai appris que la Gestapo était sur mes traces, donc ma hiérarchie m'a enfin autorisé à quitter le pays. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, je suis communiste. Je vois pas où est le problème. Avant tout, je suis anti-allemand. Et ça, c'est facile à prouver. Dès l'invasion allemande, je me suis mis du côté de la résistance. Il y aura donc de tout, ce 6 juin 1944, dans les deux barges qui nous conduisent vers la Normandie. À côté de moi, le gamin des faubourgs de Tunis, il y a Guilcher, un breton pur jus, arrivé dès 1940. Oh! Ça va pas? Si. Ça va. 4 ans que je me l'ai farci, les Brits. 4 ans que j'ai pas vu mon vieux, tiens. La faute à De Gaulle. Boche, ouais. Devant, il y a Andriot, mon pote. Travailler pour les Allemands. Vous pouvez toujours courir. Il a fui le STO. Moi, j'avais 17 ans. Bon, et puis, il y a le vieux qui avait fait 14. Alors, je suis parti. Et sur l'île de Saint, là d'où je viens, en Bretagne, on est tous partis. Et ça, dès l'appel du général. Rejoindre l'Angleterre quand on est breton, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Certains ont été contraints à de plus longs détours. On n'a pas mis 3 ans à arriver, hein. L'important, c'est qu'on soit tous ici. Ouais. Hein, René? 880 jours. Eh ben, comme Chouteau. En effet, ceux qui ont fait le choix de passer par l'Espagne ont connu les geôles de Franco. Les prisons de Franco, c'était pas du tourisme. 18 mois de tôle, 45 kilos à son arrivée. Et s'ils pensaient se retaper ici avec ce qu'on nous sert, c'est foutu. Ah bon, enfin, 3 ans quand même, hein. Même moi qui viens de Tunisie, j'ai pas mis autant de temps que toi. La Tunisie, hein. C'est pas tous les jours que tu devais boire de la soupe de tortue, là. Lui, c'est Boirfa, qui vient d'Algérie. Ils écoutent pas, là. Moi, si tu veux, je te parle de mon village. Et puis le plus jeune après moi, le petit Bolloré avec ses lunettes, qui a préféré rejoindre l'Angleterre que de passer le bac. Et là, c'est Dorfman, juif polonais qui a fui les persécutions. Nous étions 177, ce 6 juin 1944. Mais au départ, nous n'étions pas Bézef à tenter l'aventure. Une grosse quinzaine, dont un tiers de punis qui préféraient le commando plutôt que le cabanon. Nous voici sur cette photo en avril 1942, la toute première du groupe de volontaires rassemblés par Kiefer. Nous ne sommes pas encore des commandos. Nous avons toujours sur la tête notre bâchi à pompons rouges. Il y a Dumenoir, qu'on surnomme très vite Pépé, Simon, carré avec une tête de boxeur et la narine fendue,
Van der Laar, ex-légionnaire avec les défauts et les qualités typiques d'un légionnaire. Jean, un Français venant du Brésil qui voulait connaître Paris. Loverini, petit et sec. Le Guen, plein de bonne volonté mais très tôt éliminé pour cause d'incapacité physique. Erard, dit crâne d'obus. Non, nous n'étions pas des têtes brûlées, juste des durs à cuire. Mais il fallait que notre cuir soit dur, vu tout ce qui nous attendait. Au commencement, le premier groupe s'entraînait au camp de Camberley et de Skegness. Et puis en 1942, les Britanniques nous ont ouvert les portes de leur centre d'entraînement à Achnacarry en Écosse. Un coin perdu au beau milieu des Highlands. Nous étions les premiers étrangers à être admis dans ce camp qui brevetait les commandos. Et nous en étions fiers. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que les British allaient nous faire vivre un véritable enfer. Nous sommes descendus du train sur un quai de gare, au milieu de nulle part, où des camions nous attendaient. On s'est dit, tiens, c'est bien, ils vont nous amener au camp en Caïn. Il me dit, non, le camion est fait pour vos sacs. Et vous allez vous taper 11 km ou 12 km pour rejoindre le camp. L'arrivée au camp est théâtrale et faite spécialement pour nous impressionner. Il y a là toute une série de tombes alignées, soi-disant des gars tués pendant l'entraînement. Ce n'est pas vrai, évidemment, mais on sait désormais qu'on va en baver. Achnacarry, c'est une école de souffrance, d'endurance, car il ne se passe pas une nuit sans qu'on nous réveille et qu'on nous impose une speed marche. Tout était difficile, hein. On faisait beaucoup de marches, des marches forcées. C'était très dur, des speed marches à crever, c'était marche ou crève. J'ai vu des types tomber dans les pommes sur la route, hein, tout ça. Il y a les 7000 qui représentent 11 km de 100. Fallait la faire avec, en moins d'une heure, avec le sac sur le dos et l'arme individuelle. C'est l'arme individuelle qui nous gênait le plus d'ailleurs. Il fallait arriver tous ensemble, mais jamais seul. Il disait des hommes, si vous arrivez seul, vous pouvez rien faire. Ces entraînements relèvent autant du sport que des rudes jeux écossais du Moyen-Âge. D'un côté des exercices à peu près traditionnels, d'autres plus curieux avec des troncs d'arbres ou des poteaux télégraphiques. Pour parfaire notre entraînement, on nous enseigne aussi comment neutraliser une sentinelle. Il faut être le plus rapide, le plus silencieux. Pour éviter que l'ennemi donne l'alerte, il faut le surprendre et l'exécuter en lui plantant un couteau dans le cou. On prend également des leçons de close combat, à main nue. À ce jeu-là, nous les Français, on n'est pas les plus mauvais. Là, c'est notre ami Baloche qui nous fait une vraie démonstration. Ici, à Achnacarry, il n'y a pas de seconde chance. La seule sanction, c'est l'exclusion. Tout était sélectif. Les instructeurs, ils avaient des cahiers, ils avaient les noms, et ils notaient. On doit tout apprendre, parce qu'un commando doit tout savoir faire. Au bout de quelques semaines, nous sommes devenus des combattants complets. Soldats et marins tout à la fois. Rompus aux exercices amphibies, mais aussi artilleurs, capables de monter et démonter un mortier en quelques secondes. 2 seuls vénards seront dispensés d'entraînement. René de Norroy, notre curé de choc, et notre médecin communiste, le docteur Lyon. Nous aurons bien besoin d'eux le 6 juin 1944. Nous n'avons pas tous le pied marin. Surtout que la mer n'est pas bonne. Entre le tangage, le roulis, la trouille, les odeurs de mazout et de vomi. Quelle nuit, bon Dieu. Il y avait Kiefer, il y avait Bourges, Pinedi et moi qui étions dans le carré des officiers. Et on allait souvent voir nos gars qui étaient à fond de cale. Et là, j'aime autant dire que ça sentait pas bon. Parce qu'ils avaient été malades la plupart. Il y a un plan. Dès l'entrée dans Ouistreham, ici, la rue de Lyon, 6 blocs, ça nous amène quasi ici. Commandant, vous m'avez fait demander. Asseyez-vous, de Norroy. Laissez-nous, messieurs. Les hommes sont malades et fatigués. Ils commencent à être anxieux. Ils savent que leur tour n'est qu'on s'approche. Vous, ça va? Je vais bien, merci. Je suis anxieux et impatient. Et pas malade. Bien. Je compte sur vous pour être près des hommes
quand le moment sera venu. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi. Je le savais depuis le début, mais votre présence parmi nous a été très utile. Vous nous avez renseigné sur la résistance, Hitler. Vos offices ont toujours été très réconfortants. Mais votre présence demain sera plus importante que jamais, sachez-le. Merci pour vos encouragements, commandant. Je voulais vous dire que pour moi, c'est une journée que j'attends depuis très longtemps. Et je suis certain d'être au bon endroit. Je vais voir les hommes de ce pas. Bon courage à l'endroit. Merci, commandant. Seigneur, je vais être très occupé demain. Il se pourrait même que je vous oublie. Mais vous, n'oubliez pas. Pour être prêts un jour à affronter le pire, nous avons appris à être les meilleurs. À Aknakari, on a vécu l'enfer, mais c'est aussi là-bas que les Anglais nous délivrent notre béret vert. Ça y est, nous sommes désormais des commandos. Quelle fierté. Le jour où on nous remet ce fameux béret, signe de notre appartenance officielle à ces soldats d'élite, j'en connais plus d'un parmi nous qui a les larmes aux yeux. Nous en avons bavé, c'est vrai, mais nous y sommes arrivés. On était en tenue de matelot encore, là on a touché l'équipement béret vert, compris la tenue anglaise, enfin tout ce qu'elle a avec. Pour nous c'était c'était autre chose, hein, ça changeait. On intégrait quelque chose de valable. Après ils nous ont donné le béret vert. Quand on le méritait, quoi. Ils nous appelaient par leur nom et ils nous donnaient le béret vert. Ils nous disaient conservez-le le plus longtemps possible. Quelques semaines après, nous vivons un nouveau grand jour, celui qui allait nous révéler publiquement. Le 14 juillet 1942, nous sommes en effet invités à défiler dans Londres pour célébrer le Bastille Day. Pour l'occasion, la foule s'est massée tout le long de Buckingham Palace Road. Parmi les Free Frenchies, nous sommes les plus applaudis, parce que nous sommes des commandos, les chouchous des Britanniques. Quels étranges soldats nous sommes tout de même, mi-anglais, mi-français, en uniforme britannique, mais avec sur le haut du bras l'écusson tricolore et le beau nom de France. De Gaulle en personne vient nous passer en revue et nous saluer. Ce 14 juillet 1942, c'est bien notre fête. C'est donc dans une ambiance bon enfant que nous quittons le camp d'entraînement d'Aknakari pour notre cantonnement de Crickes, une charmante bourgade du nord du pays de Galles face à la mer. Nous sommes logés en billette, c'est-à-dire chez l'habitant. De braves gens qui partagent avec nous le peu qu'ils ont. Et même peut-être plus. Billette, ça vient d'un mot qui vient de la Première Guerre mondiale, où les Anglais ont été logés en billets de logement en Angleterre. Mais les Anglais ne peuvent pas dire billet, ils disent billet. Les commandos n'avaient pas de caserne. On était logés chez des civils. Les civils recevaient une prestation des autorités britanniques. Moi, j'étais considéré, j'étais chez deux vieilles filles qui me considéraient comme leur boy, quoi, leur enfant. Cette brave dame nous prenait nos souliers, elle nous tirait nos souliers, elle nous repassait notre linge. Le dimanche matin, elle venait nous réveiller pour prendre le petit déjeuner avec elle, ainsi de suite. On était comme des coqs en pâte. Et puis on partait au boulot, et puis on rentrait le soir. C'était très bien pour faire la tournée des pubs le soir. Mais il y avait parfois des frictions avec des Canadiens, des Norvégiens, surtout quand il y avait des filles, quand il y en a un qui draguait, et que quand on buvait, bon, il y avait toujours des trucs, quoi. Hein. Moi, j'avais reçu un verre, là, tu le vois, là, j'ai une marque, là. Il a cassé un verre dans la figure. Il y avait un type de chez nous qui a été exclu des commandos. Il s'est battu avec les Américains, il a crevé l'œil à un Américain. On s'entendait très bien avec les Anglais. Allez, oui, bon, il y avait que ça, hein, finalement. Hein. Je peux vous dire qu'à Bexhill-on-Sea, où nous étions juste avant le débarquement, il y avait plus de drapeaux français dans la ville que de drapeaux anglais. Hein. On avait beaucoup de petites amies. Comme on était marin et qu'on changeait souvent de port. Et les Anglaises. Les Anglaises, oui. Il y avait beaucoup de commandos qui se mariaient avec des Anglaises. Ils savaient qu'ils faisaient une bonne affaire.
Elles nous manqueront le 6 juin. Messieurs, voici nos objectifs. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, je compte sur vous. Après le débarquement, on pose tout le barda ici, à la colonie de vacances. Ensuite, le casino, il faut le prendre. Et ensuite, le canal de l'Orne avec le Pegasus Bridge. Vous prenez vos instructions auprès des chefs de section, et ensuite, bon appétit et tâchez de dormir. Réveil, 4h30. Ah, ça c'est bien Ouistreham. Vous l'avez tous reconnu, non? Je vois pas. Mais je la connais pas, la France, j'ai jamais mis les pieds. Ouais. D'accord, je pense que je vais en faire voir mes parents. Tu leur as écrit, toi, hier? Non. La France, c'est comment? Oh, bah, c'est beau partout où tu vas. Hein. Paris, Brest, partout, c'est merveilleux. Bah, tu peux rayer Dunkerque. Là-bas, c'est un enfer. Les Boches, ils ont tout détruit. Mais on va se venger, les gars. On nous dirige près de Caen, sur Ouistreham, une position stratégique dont nous devons nous emparer. Pour cela, il nous faut mettre hors d'état de nuire le casino, transformé en bunker. Eh les gars, ça sent bon la France, non? C'est vrai, ça sent si bon la France. Même si pour certains, notre cœur est resté en Angleterre. Marcel là-bas, qui a fini la traversée à côté de moi, vient juste de se marier, alors qu'il a presque mon âge. Elle est jolie. Tu vas la revoir bientôt? Elle est anglaise. Je me suis marié hier pour régler les affaires. Regarde, elle est enceinte. C'est pas mal, alors je casse ma pipe. Au moins l'enfant portera mon nom. Allez, donne-moi la photo. Eh, on a tous des girlfriends, non? Bigame et bilingue. Bigame peut-être, mais bilingue. Ouais, t'as raison. Le béret de commando, ça suffit pour se faire comprendre. Pas dans les pubs, en tout cas. Faut dire qu'on n'était pas les derniers à chercher la bagarre. La boulange! C'est dormir. Mais avant le jour J, on s'est beaucoup entraîné pour rien. Car pour les Anglais, on a longtemps été trop peu nombreux pour qu'ils nous prennent vraiment au sérieux. Même si on nous fait l'honneur d'un reportage aux actualités. Mais nous, ce qu'on veut, c'est se battre. Effectuer les raids que Kiefer nous a tant vendus, et que les Anglais commencent à mener sans nous sur les côtes françaises. Mais nous ne sommes pour l'instant que 80 bons hommes autour du Pacha. Pas assez pour que les Anglish nous mobilisent dans de vraies opérations commando. Pour nous occuper et nous faire plaisir, Kiefer a même fait venir à Criquès Germaine Sablon qui va chanter pour nous. Elle a d'ailleurs accepté d'être notre marraine et a laissé sa photo dédicacée au Pacha, le Vénard. On n'est pas sûr que la femme du Pacha est appréciée. Et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Enfin tout ça c'est bien gentil, mais au final, un an après notre premier Bastille Day, on en est encore à défiler à Londres le 14 juillet 1943. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a deux gars, Lofi et Treppel, qui viennent d'arriver à Aknakari avec tout d'un coup 60 nouvelles recrues. Avant d'arriver chez Kiefer à l'été 1943, Lofi, Treppel et leurs hommes s'étaient illustrés en Syrie et au Liban. Vous arrivez de Beyrouth. Vous étiez officier au 2e bataillon de fusiliers marins? Oui, j'étais officier des équipages, détaché à l'unité marine de Beyrouth de décembre 41 à décembre 42, enfin jusqu'à la dissolution du bataillon. Alors beaucoup d'entre eux ont suivi Lofi en Angleterre pour rejoindre Kiefer dont ils avaient entendu parler. Kiefer avait eu donc un message, il fallait chercher dans les fusiliers marins qui se trouvaient à Beyrouth, il y avait une possibilité de recrutement. Que comptez-vous faire maintenant? Sur les côtes atlantiques, en prévision d'un futur débarquement. À faire que de l'entraînement, on va nulle part, à quoi ça sert, quoi.
Puis quand les raids sont là, le truc Fortitude est arrivé, là, l'émission Fortitude, là ça commençait à nous faire plaisir. Hein. Là on sentait quand même que là on était utile à quelque chose. On est enfin envoyé sur les côtes pour faire des repérages secrets sur l'état des défenses allemandes. On est là pour reconnaître ce que les photographies aériennes ne peuvent pas voir. Comme les champs de mines ou les blocos camouflés du fameux mur de l'Atlantique qu'Hitler a dressé devant nous de la Hollande à la Bretagne. Mais ce que l'on ignore, c'est que depuis août 1943, l'état-major a décidé que le débarquement aurait lieu en Normandie. Désormais inclus dans l'opération de diversion Fortitude, les raids que nous menons ailleurs ne servent donc plus en vérité qu'à tromper l'ennemi. Mais ces fausses manœuvres ne font pas moins de vrais morts. Comme lors du dernier raid de février 44 en Hollande, d'où le capitaine Treppel et ses hommes ne reviendront jamais. Les corps ont été retrouvés, dénudés et martyrisés avant de mourir, quoi. Au total, tous ces raids qui précèdent le D-Day nous ont coûté 9 morts et 5 disparus. Des hommes qui nous manqueront le jour J. Commandant, c'est bon, tout est calme. Très bien. Tout va bien maintenant? Des combats, j'en ai livré beaucoup avant d'atterrir ici. Et à mon avis, demain sur la plage, on n'aura pas le temps de penser. Faudra tout faire à l'instinct. Et je pense à Treppel dans ces moments-là. Oui, comme tant d'autres. Tous ces raids auront servi pour aujourd'hui. La 6e Airborne qui est en route. Les gars vont être parachutés derrière les lignes allemandes. Si on n'arrive pas à les rejoindre, ils seront foutus, coupés de tout. Tout va bien se passer. Allez vous reposer, lieutenant. Merci, mon commandant. Parmi mes camarades, au fur et à mesure que la barge s'approche des côtes françaises, l'angoisse devient palpable. Enfin, on s'attend à combien de pertes sur la plage, là? Je sais rien, moi. Demande au Doc. Casalonga, dont c'est l'anniversaire, a un mauvais pressentiment. Doc, on s'attend à combien de pertes sur la plage? Quand on était au camp de départ, j'ai entendu un officier d'état-major. Il sait que le QG s'attend à 50% de pertes sur les premiers éléments débarqués. Et on nous enterra avec une belle croix blanche, avec la mention Unknown Allied Soldier. Moi, j'en ai rien à faire. Les Anglais nous ont accueillis comme des frères. Nous sommes tous leurs semblables, non? On va se faire tirer dessus comme des lapins, cette plage, voilà ce qui va se passer. Moi, je pense surtout à ce qui va se passer après. Parce qu'à mon avis, c'est après la plage que les choses ont vraiment commencé. Allez, essaye de dormir. La peur. On avait appris à la connaître lors des incessants raids que nous avons menés sur les côtes en prévision du débarquement. Mais en mars 1944, les raids sont brusquement arrêtés. Et on comprend qu'on va enfin passer aux choses sérieuses. Oui, le grand jour est arrivé. On va débarquer. Sur ces images, ce n'est pas la Normandie, mais le nord-est de l'Écosse, où nous nous livrons à une dernière répétition dans des conditions plutôt réalistes. D'avril à mai 44, on ne fera plus que ça. Embarquement, débarquement, marche forcée. Et puis brutalement, fin mai 44, on nous conduit dans le sud de l'Angleterre, au camp américain de Titchfield, dans des camions bâchés. Il y a là des tentes à perte de vue et des prés pleins d'avions. Plus question de rigoler. Triple clôture de barbelés et garde en armes autour du camp avec pour consigne d'abattre tout homme qui chercherait à faire le mur. Et le premier qui essayait de sortir était tiré à vue, hein. Car les informations que j'en prenais, là, il ne fallait pas que je sois divulgué, hein. Il ne fallait pas que ça sorte du camp. Hein. Pour éviter les idées noires, les ricains ont pourtant mis le paquet pour que les 150 000 Américains, Anglais, Canadiens, et nous, les 177 Français, se sentent bien. Et il y avait des grands cartons de paquets de cigarettes, des Navigut, des Chesterfield. Tout le monde pouvait prendre 2 ou 3 paquets, quoi. On mettait dans la veste parachutiste qu'on avait, quoi. En fait, on attendait, quoi. Seulement, personne ne sortait, il n'était pas question de sortir. On avait même du théâtre. On aiguise les poignards, on fait le plein de provisions, rations de survie, munitions. Et puis voilà qu'on nous distribue un peu d'argent. Bon Dieu, c'est des francs. 250 balles, dites donc. En tout, le pactage fait 30 kilos. On est resté environ une semaine, un peu plus d'une semaine.
Tous ces derniers jours d'attente sont mis à profit pour étudier les objectifs qui nous sont assignés. On étudiait sur les cartes en relief, des photos aériennes, mais il n'y avait pas de nom. Aucun nom, rien. Alors les types, les Normands, ils connaissaient, ils disaient tiens, ça c'est l'estuaire de là. Putain, mais comment ils peuvent savoir ces gens-là? On a dit après parmi nous combien ont reconnu Alors là, ils ont reconnu qu'on débarquait à Ouistreham. Et là, on nous a demandé de ne pas répéter à nos camarades britanniques qu'on débarquait. La plage attribuée aux Britanniques s'appelle Sword et le secteur qui nous est imparti, Queen Red. Toutes ces cartes sans nom, nous devons les connaître par cœur, car débarquer n'est pas le tout. Nous avons une mission bien précise à effectuer une fois la plage dépassée. D'abord prendre en tenaille un gros blocos, ensuite faire la jonction un peu plus loin dans les terres avec les paras de la 6e Airborne qui auront sauté la nuit précédant le débarquement. Et de là, protéger la tête de pont alliée au moment de la contre-attaque allemande. Alors Kieffer nous rassemble. Il dit, ouais, maintenant vous connaissez les plans, vous savez ce qui vous attend. Et oui. Et voilà, maintenant, il n'y en a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront en traque, vous vous rendez compte? Oui, il dit oui. Celui qui ne veut pas partir, qui vienne me voir, j'en voudrais pas. Tout le monde est parti. Le patron de toutes les unités de commando, c'est Lord Lovat, le plus jeune général de l'armée britannique, un Écossais. Le 4 juin, il nous fait rassembler 3000 bérets verts. Un beau discours. À la fin, il se retourne vers nous, les 177 Frenchies. Lord Lovat nous a réunis. Il a fait ce discours en disant en français, demain on les aura. Je dis à mes amis français, demain matin on les aura. Et évidemment, ça nous avait donné le moral. Nous voici souriant à la caméra de notre ami le sergent Clegg, prêt à en découdre. Ça y est, c'est le jour J. À 4h30, les barges sont arrêtées à quelques kilomètres des côtes. Messieurs, laissez-vous préparer, messieurs. On nous réveille. C'est le grand jour, mais pour certains d'entre nous, ce sera aussi le dernier. L'abbé de Norrois passe entre nous. Il s'approche de moi et me donne la bénédiction. La mort, on s'y prépare tous. Chacun sa manière, selon sa confession. Boirfa, Andriot, Dorfman, musulman, catholique, juif ou tout simplement athée. Le visage de mes camarades semble dur et vieilli. Soldats, vous qui venez de loin, Normandie, Bretagne, Corse, Algérie et de tous les coins de notre grand pays. Vous avez choisi la France libre parce que c'était le choix de l'honneur. Mais ça ne vous a pas suffi. Vous avez voulu intégrer les commandos, l'unité d'élite de l'armée britannique. Et avec ce béret vert, vous êtes devenus de véritables machines de guerre. Vous embarquez pour la plus grande opération militaire que l'histoire ait jamais connue. Mais n'attendez rien en retour. Ni honneur, ni médaille. Vous êtes là pour donner votre vie à la patrie. Parce que c'est votre devoir. Parce que c'est notre destin. Vous serez peut-être oublié. Mais sachez que moi, votre commandant, je serai fier de vous. Et puis un signal, sans doute, toutes les pièces d'artillerie, tout l'armement lourd s'est mis à tirer en vue vers la côte. Alors là, on avait l'impression que des trains passaient en l'air, des obus, des croiseurs, des tirs qui passaient, tous. Alors sur la côte, la fumée, tout évidemment. Et quand nous avons été à bonne portée, à ce moment-là, les Allemands ont ouvert le feu. Ça a été à leur tour. Il y avait des obus partout qui tombaient autour de la barre. Comme ça.
Mais encore, ça ne nous faisait pas peur. On y croyait tous à 100%. Hein. Bon, il y en a qui ont eu une position différente au débarquement, mais moi j'étais... Non, j'étais très, très calme. Très calme. Oh, peur. Peur et pas peur, quoi. On était gonflés pour un bloc. C'est d'abord à l'aviation d'entrer en scène. Puis c'est au tour de l'artillerie navale, dans un fracas infernal. Enfin, c'est à notre tour. Kiefer avait obtenu que nous débarquions les premiers. En approchant de la plage, les Britanniques laissent donc nos barges prendre de l'avance. Courez sans vous arrêter! Les gars du G10 s'occupent des morts et des blessés! On se retrouve au barbelé! Oui, commandant! Alors nous, on avait des consignes très nettes. Pas s'occuper d'un blessé, il y en avait un sur la terre, le copain, le service médical qui suit derrière, il sera soigné, c'est pas ton problème, hein, tu ne pourras rien faire pour lui, et puis bon, tu continues à foncer. Près de moi, les obus pleuvent. Il est 7h31, nous ressentons une grande secousse. Les barges viennent de s'échouer sur la plage. C'est l'heure, il faut y aller. Moi, je me souviens, c'est que la mer était noire, oui, l'eau était noire, tellement c'était remué par l'éclosion. Et puis, nous avons touché le fond, hein, mais on était encore pas tout près. Moi, j'ai dû faire quelques brasses à la nage avant d'avoir pied. Les passerelles sont jetées à terre. Les balles traçantes fusent de partout. Mais la barge dans laquelle je me trouve reçoit un obus directement sur la passerelle. Ça commence mal. Alors quand ça a commencé à exploser devant, et putain là on est touché. Mais on réalisait pas encore la gravité de ça. La passerelle est complètement détruite. On est obligé de passer par la barge d'à côté pour descendre sur la plage. Mais certains semblent paralysés par la peur. Pourtant, il faut y aller. Et je suis descendu, et j'avais de l'eau jusque-là. Alors j'essayais par tous les moyens de sauver mon fusil. Là. On avait de l'eau jusqu'au cou. On était dans l'eau, toujours dans l'eau. C'était la vie des commandos. Et on a eu de la chance, tu sais, c'est qu'en tombant souvent, les snipers n'arrivaient pas à avoir la mire qu'ils voulaient. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés le plus. Et là, on court comme des dingues en haut de la plage. Et là, on court bien. Hein. Marie, quand t'es mouillé, mais personne ne se rappelle avoir été mouillé. C'est bizarre, personne ne se rappelle avoir été mouillé. Moi, je me rappelle pas, tout le monde. Je pose le pied en France pour la première fois de ma vie, dans un chaos d'enfer. Je cours sur la plage. Des bérets verts sont devant moi, d'autres me dépassent. Certains sont rapidement touchés. C'est un véritable cauchemar. Je reste tétanisé. Impossible d'avancer.
Et moi, ce qui m'a beaucoup sauvé, je voyais des bérets verts devant. Je dis, putain, est-ce que c'est des Anglais, est-ce que c'est des Français? Non, c'était bien des types de chez nous, quoi. Et ça m'a donné le courage, quoi. Alors je reprends ma course, sans réfléchir. On est arrivé devant, il y avait des croisillons avec des mines qui se balançaient là-dedans, et il y avait des barbelés sur la plage à ce moment-là, avec un champ de mines. On est arrivé là. Alors, de toute façon, on était très chargés, tout trempé, pas question de courir, il fallait trouver des passages. Et les obus de mortier tombaient. On courait, on allait à droite et à gauche, je ne savais pas où on allait. Juste. C'est-à-dire qu'il fallait quand même chercher sa route, quoi. On a perdu notre chef de troupe, Bourges, et son adjoint Pinelli ont été pris, et une quinzaine de nos gars ont été pris. Et moi, j'ai perdu aussi de ma section, j'ai perdu un groupe de combat complet avec 14 hommes dedans. Moi, j'ai vu plusieurs, hein. Certains qui étaient plus découverts que les autres. Alors, on les voyait, alors les Allemands les descendaient, ça c'est sûr. Les dunes se rapprochent, mais d'autres sont blessés ou tués à leur tour. Guilcher d'abord, le boulanger de l'île de Saint. On court comme des dératés. Casalonga, le jour même de ses 21 ans. Puis c'est au tour de Boirfa d'être blessé. D'autres hommes sont eux mortellement touchés. Et une seule pensée, courir, courir, courir. Moi, j'ai été blessé tout de suite, pratiquement. J'ai peut-être fait 20 mètres sur la plage et un obus est tombé à côté de moi. J'ai été enveloppé par les flammes, soulevé, projeté. Et j'étais raide, j'étais pas le seul. Hein. Il y avait 3 morts et 6 blessés par cet obus-là. Restez à terre! Restez à terre! On atteint enfin les dunes. En quelques minutes, une trentaine d'entre nous est hors de combat, blessés pour la plupart. Même Kiefer a la cuisse déchirée par un éclat d'obus. On y va! Une fois les barbelés entaillés, on court jusqu'au point de ralliement, une ancienne colonie de vacances. Là, on dépose les sacs et on fait le compte. Nous devions aller dans une ancienne colonie de vacances qui avait été repérée sur les photos aériennes, sur tout ce que nous avions. Et on savait que ça n'était pas tenu par les Allemands, ce coin-là. Et ça devait être notre point de départ après pour les opérations. Alors, mais seulement il fallait y aller. Et c'est là qu'il y a eu l'appel des Kegen, des autres troupes, tout ça. Et on a commencé avec Coste, il y avait Serras, il y avait Olivier, il y avait Andriot, il y avait Gesneck, il y avait écrit Artum Binnen. On ne faisait pas cas, on passait. On dépose nos sacs et on se sépare en 3 groupes. C'est bon. Bolloré. Pose ton sac, Hubert. Allez, monsieur l'abbé, allez. Nous nous élançons à l'assaut de Ouistreham. Il nous faut maintenant museler le blocos à l'emplacement de l'ancien casino. Glag nous suit toujours avec sa caméra. La troupette a pour mission, donc, longer la plage, libérer tous les blocos de la plage, et ça jusqu'au casino. Il y a 1,8 km de plage à libérer. Un premier groupe neutralise les blocos de la plage. Un second groupe attaque les défenses allemandes à revers. Tandis que ma section se dirige vers Ouistreham au pas de course.
Et on a commencé à avancer, parce qu'il n'y avait pas de maison, hein. C'était la steppe. Hein. Les Allemands, ils étaient courbés comme ça, ils couraient, ils suivaient une ligne pour rejoindre les blockposts, quoi. Tout d'un coup, un type m'a ajusté et il m'a tiré un machin dans le chargeur de la Kegel. Le chargeur, il a pris feu, et les balles commençaient à... Machinalement, quand le machin avait explosé, machinalement, j'avais ouvert la cartouchette, je l'avais fait tomber, je l'avais rejeté. Et puis plus loin, il y a Andrio, il m'a dit, Rosset, il m'a dit, tu as la jambe pleine de sang. Mais je sentais rien. C'est après que j'ai commencé à sentir, et que lui, il m'a dit, tu es touché? Non, j'ai simplement peut-être des trucs comme ça, quoi. Et on est arrivé devant le casino, on a suivi la ligne de chemin de fer. Enfin, le casino est en vue. Ce n'est plus l'établissement de jeu d'avant-guerre. Les Allemands l'ont rasé et ils ont installé à la place un bunker équipé de 2 canons. Ça va pas être facile. Alors on a essayé de l'avoir, ce qui a été pratiquement impossible. Ça nous a tué 2 gars. Renault, il a essayé de le tirer et il a loupé naturellement, mais l'autre l'a pas loupé. Il a envoyé un machin, ça lui a enlevé la moitié de la tête et il est mort sur le coup naturellement. Putain, merde. Comment on va faire, hein? Alors j'étais là, mais j'ai rien dit à personne. C'est dans ma tête que je disais, putain, on a contourné le machin, on est rentré dans un entonnoir. C'était un entonnoir peut-être d'une bombe. Et ça, c'est Andrio. Il était en train, sa Kegen était enrayée. Il a démonté pour enlever le sable. Tire! J'arrive pas! On est coincé! Ah merde, montre-moi ça! Merde! Repliez-vous! Repliez-vous! Fonce! Prends la Kegen! Tu couches! Le lieutenant Hubert, le pauvre, il s'est fait descendre comme ça. Hein. Donc quand on serait présenté, je parlerais pas là. Hein. Le casino paraît intouchable. Partout le combat fait rage. Et plus encore que sur la plage, c'est finalement dans la ville que nous allons perdre le plus d'hommes à cause des snipers. Il y avait une villa à environ 60 mètres, 80 mètres, et le type, c'était un sniper, s'était installé là. Certains d'entre nous essayent de prendre le casino à revers, mais ça va être une véritable hécatombe. Infirmier! Le sniper atteint là-bas, qui venait tout juste de se marier avec son Anglaise. Tu peux faire! Ça va aller. Respire. Non, regarde pas. Follow, morphine. Le docteur Lyon et le petit Bolloré ne peuvent rien faire. Là-bas ne connaîtra jamais son gosse. Je te couvre et t'y vas! Vas-y! Le docteur Lyon s'élance et tente comme il peut de récupérer le blessé. Le docteur Lyon était ancien des brigades internationales, mais il avait été chirurgien, il n'avait pas fait la guerre. Pour lui, c'était son baptême du feu. Pendant ce temps-là, sur la plage, les blessés voient passer les autres vagues de débarquement. Je ne sais pas combien de temps après, j'ai été réveillé, si vous voulez, par un tremblement. C'était un Sherman qui sortait de l'eau, il venait sur moi carrément. Heureusement, un British qui passait devant le char, il a fait ça.
Il y a un type qui a soulevé, qui a regardé, ils ont viré sur place. Et je pense que c'est le temps qui a servi à Kiefer pour aller attaquer le casino. Il a failli m'écraser. En ville, c'est un véritable jeu de massacre. Baissez-vous! On se fait tirer comme des lapins. Et c'est là que Kiefer entre en scène. J'ai vu arriver après Kiefer, qui s'est rendu compte aussi de la situation, et j'ai dit, oui, eh ben, je vais revenir avec un char. Moi, j'étais derrière le char, je courais, et j'ai vu le commandant Kiefer sur la tourelle. Ça, je le vois encore, quoi, de mes propres yeux. Alors moi, je l'ai engueulé d'en bas. Je lui disais, comment vous allez vous faire tuer? On n'est pas là pour se faire tuer, on est là pour gagner la guerre. À l'abri des balles, on avance en direction du casino. Quand le char avançait avec sa tourelle, il touchait un seul pleureur. Et moi, j'étais derrière en train de courir. Et j'ai commencé à avoir peur parce que je voyais que le type se faisait descendre. Moi-même, j'avais encore, tu vois, quand tu es né quelque part, tu as toujours des... J'ai dit, putain, ils ont des eucalyptus, là. J'aurais dit ça à André, il m'a dit, putain, mais tu sors d'où, toi? Oui, moi, je ne savais pas un sol pleureur, je l'ai appris en France, hein, je ne savais pas que ça existait, moi, un sol pleureur. Malgré une nouvelle blessure, Kiefer sur son char vient de faire taire les défenses du casino. Tout de suite, le canon de 37 a été foutu en l'air et les canons de 88 aussi. Quand la tourelle a sauté, il y a des Allemands qui étaient aux alentours ils ont commencé à venir avec les mains en l'air. Ça, je les vois comme je te vois. Hein. Ils étaient autour, c'était des annexes du blocos qui se rendaient. Il est 9h30. Le secteur est complètement nettoyé. On capture alors nos premiers prisonniers. La première partie de notre mission est remplie. Et bien remplie. Les Anglais peuvent être fiers de nous. On a eu des ordres qui venaient du colonel Dawson, qu'on devait rejoindre nos sacs pour essayer de faire la jonction avec les parachutistes. Hein. Sur la rue du Léon, là, des fois quand je passe, ça me revient tout ça. Il y avait une personne avec 2 enfants. Alors ils ont eu peur. Ils nous ont vus, on était déjà maquillés, plus là-bas. Et alors les enfants, ils pleuraient pas, hein, ils nous regardaient. Hein. Alors moi, je leur ai dit, non, c'est le débarquement. Pour eux, le débarquement, tu sais, les gens sur la côte, peut-être qu'ils avaient entendu de dire, bon, un jour, il y aura quelque chose, mais voir un truc comme ça, et puis ils étaient sonnés avec les bombardements qu'il y avait eu. Hein. N'ayez pas peur. Nous devons libérer la France. Nous sommes français. France. Laisse René. Tu t'attendais à quoi? Qu'il nous saute au cou? Et là, on repart, on avait laissé nos sacs, avec les vacances. C'est là que le seul prisonnier allemand qui a été tué, c'est au-dessus de la plage. Car il y avait un Allemand qui avait caché une grenade dans sa botte et l'a jeté sur les prisonniers. Et je pourrais dire le nom maintenant, c'est Klofesten qui l'a abattu 2 balles de coque. C'est le seul prisonnier qui a été vraiment, voilà. Sinon, on les a traités humainement. Et comme ça, on a été jusqu'au sac.
Et moi, j'ai vu le colonel Dawson, il avait toute la face par un éclat. Et il nous a dit, les Français, vous avez fait des... Comme les combats s'apaisent, on voit des civils sortir des caves et des habitations. Ils sont enfin libres et nous abordent timidement. Certains nous sortent une bouteille de cidre. Il y en a même qui ressortent le drapeau tricolore qu'ils avaient planqué depuis 4 ans. Ça nous fait chaud au cœur. Des enfants nous sourient. La belle petite Française que voilà. Elle, il faudra qu'elle ne connaisse jamais la guerre. C'est pour cette petite, pour qu'elle soit libre, que nous avons accepté de nous faire casser la gueule. Mais nous n'avons pas le temps de nous émouvoir. La seconde partie de notre mission commence. Rejoindre les parachutistes de la 6e Airborne largués dans la nuit pour prendre le contrôle des ponts et des écluses. 6 heures à peine après avoir débarqué, on se remet en route. Nous arrivons enfin au pont de Bénouville, le Pegasus Bridge comme disent les Anglais, peu avant 16 heures. On y retrouve les paras de la 6e Airborne. Il y avait quand même 8 ou 10 kilomètres pour aller jusqu'au pont de Bénouville. On arrive donc à Pegasus Bridge, vers les 4h30, 5h. Et là, au pont de Bénouville, là donc, il est libéré. Mais il est toujours sur les tirs des Allemands qui se trouvent dans le château de Bénouville. Les Allemands étaient encore à 500 mètres. Et ils pouvaient tirer, ils prenaient en enfilade, ils prenaient le pont en enfilade encore. Pour éviter les pertes, le Pacha fait tirer des fumigènes et c'est à l'abri d'un écran de fumée et du parapet en métal que nous nous élançons sur l'autre rive. Malgré cela, quelques copains se font avoir. On a 4 blessés, dont Lofui, légèrement blessé. Et là, on continue ensuite donc jusqu'à Amfreville. Au soir du 6 juin, qui fut pour nous le jour le plus long, Amfreville nous apparaît enfin. Partout, nous tombons sur quantité de cadavres d'animaux, de chevaux, de vaches, d'Allemands. Il y a des cadavres partout. Faites gaffe, les corps sont peut-être minés. Ouais, c'est vrai. Il va alors quand même les enterrer, non? Putain, ça pue la mort. Ok, on les repère et on repasse demain. Taisez-vous, restez concentrés. Et quand on est arrivé là, les Anglais, ils devaient être 7 heures du soir. Parce que c'était ma première, soi-disant ma première nuit que j'allais dormir en France, quoi. Allez, va. Nos objectifs du D-Day sont atteints, mais nous avons 25% de pertes, morts ou blessés. C'était le prix à payer. Maintenant, il va falloir tenir, s'enterrer, se préparer à l'inévitable retour offensif de l'ennemi. La tête de pont est encore mince. On se met derrière Amfreville, et là on creuse nos premières tranchées, là. Pas très profonde le premier jour. Pour moi, ça a été... ça m'a marqué, Amfreville. Il y avait cette église qu'on savait que les snipers, la nuit, venaient et qu'ils allongeaient les types par l'église.
Alors nous nous camouflons le mieux possible pour ne pas être repérés. Et tout ça sans notre chef. Depuis le 6 juin, Kiefer traîne 2 vilaines blessures. Bolloré l'examine et pousse à son rapatriement. La blessure est infectée. Il va falloir vous évacuer. Sinon, vous aurez la gangrène. Chauvet, allez me chercher le médecin. Lofi! Malgré nos victoires, la situation reste difficile. Les pertes sont très lourdes. Mais les ordres restent les mêmes. Mourir plutôt que reculer. Prenez le commandement. Il faut que je me fasse soigner. Bien, mon commandant. D'après les dernières nouvelles, les Américains ont débarqué et sont bien implantés. La seule chose qui compte maintenant, c'est de garder nos positions afin d'empêcher toute riposte allemande. Et pour le ravitaillement? Il faudra faire avec ce que vous avez. Les Allemands savent-ils où nous sommes? Non. Sinon, on les entendrait. Ils nous cherchent, mais leurs tirs sont imprécis. Gardez les positions. Les renforts arrivent, et d'ici là, pas un coup de feu. Il est temps, mon commandant, un médecin anglais vous attend. Messieurs, le lieutenant Lofi prend le commandement. Bonne chance. Et n'oubliez pas, on ne cède pas un pouce de terrain. Sans celui qui nous guide depuis 1942, comment allons-nous faire pour tenir? Il passait des consignes de nous dire de ne pas dévoiler nos positions parce qu'on était en minorité devant les Allemands. Les Allemands, on pensait qu'ils devaient contre-attaquer tout de suite et puis ils ne l'ont pas fait. Ils ont attaqué que le 10. Hein, il a fait passer le message à tout le monde. Tenez bon, je compte sur vous pour tenir les têtes de pont coûte que coûte. Et le 10 juin, le même jour qu'il est parti, il a dit il est parti juste à temps, il a eu la contre-attaque dans l'après-midi. C'était une contre-attaque très meurtrière. C'était la 21e SS Panzer. Et on a entendu le bruit, les bruits des chenilles, de chars. Tu dis putain, qu'est-ce qu'on va avoir devant nous encore? Lors de la contre-offensive allemande, le sergent Clag est toujours à nos côtés et continue à filmer, au risque d'y perdre la vie. Dans 2 jours, l'auteur de ces images sera mort. Le bombardement de nos positions a commencé à 8 h du matin et ne cesse plus depuis. Les obus pleuvent. Nous embrassons la terre dans le fond de nos trous, car nous ne pouvons pas descendre plus bas. Mais nous tenons nos positions. Ils ont été repoussés par la Royal Marine anglaise. Et les Royal Marine anglaises, ils ont repoussé la contre-attaque sur le plein. Les Allemands ont stoppé net. On a eu de la chance, parce que s'ils venaient vers nous, on ne pouvait rien faire, hein? Dans cette seule journée du 10 juin, 29 d'entre nous sont encore touchés. Nous avons perdu plus d'hommes ce jour-là que le D-Day, mais nous avons tenu. Ils ne sont pas passés. Ils ne passeront pas. Ça va là-bas? Par exemple, là, on a eu plusieurs morts. On a eu
Bégaud qui a été très grièvement blessé dans le verre, arraché toute la mâchoire. Il y a eu Gercel, il y a eu 3 ou 4 qui ont été tués. Mais si vous avez vu les champs de bataille après la guerre, quand ça a été terminé, il y avait des centaines de chars allemands et anglais qui étaient démolis, qui avaient partout. Et pendant plus de 2 longs mois, nous allons continuer cette déprimante guerre de position qui nous laisse sur les nerfs. Le jour, nous nous planquons, nous nous habitions même aux obus, mais la nuit, nous multiplions les incursions derrière les lignes ennemies. Les Anglais nous demandaient de faire d'essayer de rentrer dans les lignes pour savoir où ils étaient finalement. Pour maintenir la peur parmi les Allemands, nous frappons de nuit. Jamais au même endroit. Les Allemands doivent nous craindre, hésiter à approcher. Ils doivent croire que nous sommes des milliers, alors que nous ne sommes plus qu'une centaine. Alors on demandait des volontaires ou des gens qui voulaient, enfin des commandos qui étaient prêts à... Mais la plupart étaient tous volontaires pour y aller, hein. Mais nos incursions ne sont pas sans danger. Georges Zickel, blessé lors d'une patrouille, n'a pas pu revenir. Les Allemands l'ont attrapé. Bélanger, va voir. Il est peut-être piégé. Non, c'est bon, y a rien là. On peut pas laisser là, les gars. Allez, décrochez. Ouais, ben Zickel, malheureusement, il est blessé dans une patrouille de nuit, comme ça, on s'en aperçoit pas. On rentre dans pour l'évêque, et là, il me dit, oh, on a eu un gars comme ça, là, il franche les épaules, qui a été soigné à l'hôpital pour l'évêque, les Allemands l'ont soigné, et puis après, ils l'ont pendu, ils l'ont entraîné à baïonnette dessus. Ça, c'est l'histoire de Zickel, telle qu'on me l'a racontée. Remarque, les Allemands, s'ils nous auraient capturés, on aurait fini comme ça, hein. Parce que les Allemands, pour eux, nous, les commandos, on était des mercenaires, on était... surtout les Français, hein. Si ils nous attrapaient, on passait un mauvais moment, hein. Pendant plus de 2 mois, les jours se suivent, sans relève. Sous le soleil ou sous la pluie, mais toujours sous les bombes allemandes, nous allons tenir ce petit coin de bocage. Nous sommes sales, nous puons comme des putois. Et en plus, nous sommes bouffés par les moustiques. On sait que les Alliés se battent ailleurs en Normandie, mais nous, on nous a mis sur la défensive, sans renfort. Des fois, nous avons l'impression qu'on nous a oubliés. Attention, monsieur. Ça va, tout va bien? S'il est allé, à part ces moustiques. Vous avez aspergé vos tranchées tout à l'heure. On y a même mis le feu, ils sont venus aussi secs. Bon, vous restez en couverture pour le 14 juillet. Je suis désolé les gars, certains vont en ville, mais on doit rester sur nos positions. Bonjour mon anniversaire. Eh ben, du à ma santé. Allez, je repasse tout à l'heure. Tout de même, le 14 juillet 44, pour célébrer la fête nat, on a laissé une poignée de copains en couverture et on s'est rassemblés autour de l'église d'Anfreville, à moins de 400 mètres de la ligne de front. Drôle de 14 juillet. D'habitude si festif, il ressemble davantage à un 11 novembre, car nous pensons à nos morts. Le vieux curé de la paroisse a parlé longuement, mais nous n'avions d'oreille que pour l'abbé de Norrois, notre aumônier des commandos. Lui, c'est un camarade. Il sait trouver les mots. C'est le Norrois qui l'a baptisé, ce petit monument 14 juillet 44. Là, les Boches étaient à 200 mètres, là. 200-300 mètres, là. Et ils ont fait le monument de la Libération, déjà, le petit monument qui se trouve sur le plein, là. Ah, si De Gaulle était venu nous voir à un moment ou à un autre, nous l'attendions comme le Messie. Mais il n'est jamais venu. Il avait pourtant débarqué le 14 juin à une dizaine de kilomètres seulement de Ouistreham. Il s'est rendu à Bayeux, prendre un bain de foule et faire de la politique. Nous l'ignorions, mais il n'avait pas été tenu au courant du jour et de l'heure du débarquement.
Et il en voulait à Roosevelt et à Churchill pour ça. Et il bataillait ferme pour que les Américains ne placent pas la France sous leur administration provisoire. Alors honorer une centaine de soldats sous uniforme et commandement britannique, ça pouvait attendre. Taisez-vous là. Ça tombe pas loin. C'est pour nous, là? Ce soir, ça va pas recommencer. Baisse-toi où tu vas comme ça. Je vais voir ce qui se passe. Mais baisse-toi, on voit que toi, tu vas te faire tirer comme un lapin. Aucune chance, ça va pas tirer. Il est fou. C'est la bière. Oh, le feu d'artifice. Le général de Gaulle est venu le 15 à Bayeux. On était encore à Anfreville. C'était le moment où il y avait ces contre-attaques, là. De Gaulle, c'était le bon Dieu, quoi, pour nous. Alors, on s'étonnait qu'il n'était pas venu nous voir. Il était à quelques kilomètres d'Anfreville. Il aurait pu quand même faire un petit saut et de venir nous encourager, quoi. Tout le monde disait ça, hein. La plupart des commandos pensaient à ça. Attention, ça va péter. Non, je déconne. Mais pour nous, qui ne savions rien des grandes manœuvres politiques, c'était dur. Surtout qu'on s'engluait dans cette bataille de Normandie. Fameuse, hein. À bouffer des rations en boîte qui nous sortent par les yeux. Attention, monsieur. Je peux avoir un peu de soupe? Je peux? Merci, quand même. Non. Ah, c'est meilleur qu'hier. J'y ai simplement mis une petite touche. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Gans? Alors, justement, il faut envoyer une patrouille. Il me faut 2 volontaires. Tu viens, on va faire un tour chez les Chleux? Pas de refus. J'avais justement besoin d'une petite balade digestive. Et pour les autres, tu leur dis, régime de nuit, 1 heure de repos, 1 heure de garde. Et sur le qui-vive. Allez, les gars. Bonne balade, hein. D'ailleurs, je te ramènerai les champignons. Et puis soudain, à la mi-août, alors que Kiefer nous a rejoints depuis quelques semaines, tout s'accélère. L'offensive généralisée des Alliés fait éclater les lignes ennemies. En quelques jours, le front allemand s'écroule. Il craque de partout. La bataille de Normandie touche en effet à sa fin, ouvrant la voie à la libération de Paris le 25 août. Nous restons en Normandie, mais 4 d'entre nous foncent sur la capitale, histoire de voir ça. Oui. Commandant, un courrier pour vous. Le pacha ne le disait pas, mais lui aussi avait hâte de marcher sur Paris pour retrouver son fils, Claude. Il ne le reverra jamais. Après le départ de son père pour l'Angleterre, Claude est entré dans la résistance. Il a été fusillé par les Allemands dans une forêt de Seine-et-Marne au moment de la libération de Paris. Il avait 21 ans. Un temps, on sent le pacha qui vacille. Nous lui avons écrit une lettre de condoléances et tout le commando l'a signée. C'était tout ce qu'on pouvait faire. C'est alors, début septembre, que la campagne de France prend fin pour nous. On a jugé que nous en avions assez fait. Sur les 177 qui avaient débarqué, nous n'étions plus que 40 à ne pas avoir été blessés. Andrio et moi étions de cela. Maintenant, on pouvait commencer à penser à l'avenir. Remarque, on peut dire qu'on a des sacrés vénards. On n'a pas eu de blessure, seulement des égratignures, alors. Qu'est-ce que tu vas faire une fois démobilisé? Je sais pas. Me marier, trouver un boulot, fonder une famille, quoi. Et toi? Aucune idée. Tu sais, j'ai tout laissé en plan. Faut que je reprenne le train en marche, comme on dit. T'y arriveras. Ah, tiens. Je lui disais toujours, tu sais, j'ai pas encore 18 ans, je ne voudrais pas me faire descendre. Marcel Derrien me disait, mais René, tu vois, tu as réussi à avoir tes 18 ans à Beuzeville. J'ai eu 18 ans à Beuzeville. Puis de là, bon, on est rentré en Angleterre. En Angleterre, nous pouvons enfin souffler quelques semaines. Retrouver nos girlfriends, voir les copains à l'hôpital. Mais on nous remobilise rapidement pour une nouvelle mission. On aurait pu, nous les Français, dire après tout, maintenant on va être démobilisés, nous on a fait notre. Mais simplement, on avait un contrat avec De Gaulle, c'était la durée de la guerre plus 3 mois. Et la guerre n'était pas finie. Dans la nuit du 1er novembre 1944, on nous envoie débarquer à nouveau, mais en Hollande cette fois-ci. Sur le front, les troupes alliées avancent tellement rapidement qu'on nous envoie prendre un port, le port de Flessingue, pour raccourcir les lignes de ravitaillement. Mais là, fini le bocage normand. On va se battre en pleine ville. Et face à 12 000 Allemands, à ce qu'on nous a dit. De notre côté, on n'est que quelques centaines de bérets verts. Alors on fait pas dans le détail. La section de notre boulot, c'était d'aller
à un certain carrefour dans la ville, de s'installer là et d'empêcher des renforts pendant que les autres prenaient possession de la ville. Mais bon, Flessingue aussi, ça a été dur parce que ça a tiré de partout et on voyait rien du tout. Alors, quand on prenait les avenues, c'était là que Monceau a été tué et Neuvaine. Ils ont voulu traverser l'avenue, ils ont été tous les deux... Ils sont morts, quoi. Hein. Et alors, on rentrait dans les immeubles et on avait des petites briquettes de TNT pour casser les cloisons, pour passer entre les immeubles par les cloisons, quoi. En 2 jours de combat, on conquiert la ville et c'est par milliers que les Allemands sont faits prisonniers. Nous, on compte encore 5 morts parmi les commandos français. Mais pour l'état-major, quel succès! En mars 1945, la reine des Pays-Bas de retour d'exil nous choisit, nous, les bérets verts français, pour l'escorter dans sa visite de l'île de Walcheren reprise à l'ennemi. C'est ici que nous avons appris la nouvelle de la capitulation allemande du 8 mai 1945. Et nous, on nous a rapatriés en Angleterre pour nous démobiliser. C'était terminé pour nous. Une quarantaine d'entre nous ont tout de même la joie d'apprendre qu'ils sont envoyés pour parader enfin dans les rues de Paris, le 25 mai 1945, avec autant de nos camarades britanniques. Cette fois, c'était la fin. La guerre était terminée et le commando dissous 2 mois plus tard. On n'entendra plus parler de nous. Si un tiers d'entre nous s'engage dans l'armée, les autres retournent à la vie civile. Mais ça n'a pas toujours été facile. Retour à la vie civile, bon, on nous a largués en Angleterre, on nous a donné un papier pour rentrer en France. On dit salut les gars, hein. On n'a pas dit démerdez-vous, mais c'était tout comme. Je dis souvent, ils ont eu autant de courage. Après-guerre, il n'y en a pas en la guerre. Quand tu prends le petit Rossel avec qui l'a mené après la guerre, ça n'a pas été triste non plus. Il était comme nous, SDF. Je me suis trouvé seul parce que j'avais aucune attache, je connaissais personne. Et il y avait ce rendez-vous là à la Motte Piquet de Madame Doula. Alors elle m'a dit, vous savez, j'ai un hôtel là où les commandos viennent. Puis je suis resté 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis j'avais plus d'argent. Puisque je travaillais pas, j'avais rien du tout. Alors j'ai été voir Madame Doula. Au mois de mars, elle m'a dit, René, il vaut mieux rentrer à la maison. Tu as encore la possibilité de pouvoir rentrer avec ta fiche de démobilisation. Comme ça, je suis rentré en Tunisie. Et ma mère, tu penses, elle sautait en l'air. Hein. Mais après, j'ai pas pu trouver du travail. Hein. C'était impossible, je savais rien faire, hein, franchement. Hein. Certains n'avaient rien, ils sont partis en Angleterre à 16 ans, 17 ans et 18 ans. On a même un gars, Rosset, qui a triché, qui était commando à 16 ans. Il disait qu'il avait 18 ans. Vous comprenez? Alors ces gars-là n'avaient pas de métier en guerre. Oui, on pensait d'avoir une nouvelle société, d'accord, mais que tout le monde ait pu y contribuer, tandis que à ce moment-là, il n'y a que les officiers qui ont tiré leur part de gâteau et ils ont laissé les hommes se démerder par leurs propres moyens. Bon, alors William, on va au bureau boulevard Aix-en-Mans. Oui, monsieur. Ça n'a pas présenté de problème théorique, mais enfin, pratiquement, il y avait une période de réadaptation. On a été traumatisés. On ne prépare pas une affaire de ce genre-là sans qu'il en reste des traces. On avait été mis en condition et au fond, on s'en est jamais remis. Pourquoi avoir fait tout ça et pour qui? C'est vrai, pourquoi? Pour qui? Seule demande. Kiefer est lui aussi retourné à la vie civile. Un temps, il s'est lancé en politique. Mais tous les 6 juin, comme nous, il sort son béret vert du tiroir et se rend sur la plage de Rivabella, à Ouistreham. On nous a oubliés, mais nous n'avons rien oublié. Quelques années plus tard, Hollywood, qui n'a pas son pareil pour flairer les belles histoires et reconnaître les héros, fait appel à Kiefer. En 1961, lors du tournage du Jour le plus long, Daryl Zanuck lui demande de superviser la mise en scène de la prise du casino de Ouistreham par les Français. Que pensez-vous du personnage tel que Zanuck veut nous le dépeindre dans le film? Est-ce que vous pensez qu'il correspond exactement à ce que vous étiez quand vous étiez à la tête de ces commandos? Je suppose que oui, naturellement. Si vous lisiez mon livre Béret vert, vous pourriez voir que l'entraînement que nous avons eu était absolument formidable. Et je dois dire que c'est grâce à cet entraînement que nous avons pu quand même passer une journée comme le 6 juin, qui était extrêmement dure. Et réellement, quand on y songe après, je ne croyais pas qu'on aurait pu donner tellement de résistance. Sa dernière apparition publique a lieu le 25 septembre 1962, à l'avant-première du film. Il est très malade et s'éteindra 2 mois plus tard. La foule est venue, immense et recueillie, pour ce dernier hommage.
et devant le cercueil porté par des fusiliers marins, exposé sur une estrade, De Gaulle célèbre l'homme modeste qui vient de disparaître. Il ne voulut que ce qui était juste et ce qui était bien. Oh, il ne s'agit pas de Philippe Kieffer, mais de l'ancien président René Coty, qui en 1940 ôtait les pleins pouvoirs à Pétain. La veille, dans un petit cimetière du Calvados, Kieffer a été inhumé avec moine Barnum. De Gaulle n'est pas venu. Seule sa famille et ses amis étaient présents. Le colonel Dawson et nous, les vieux commandos, fidèles comme hier. On ne peut pas oublier, et pourtant si. La France gaullienne cultive plutôt l'amnésie à notre égard. Et comment ? De Gaulle, qui en veut toujours aux Alliés de ne pas avoir été prévenu du débarquement, ne se rendra jamais en Normandie. En revanche, le 15 août, il préside la commémoration du débarquement de Provence. Mais il est vrai que ce débarquement est d'abord l'œuvre des FFL et non des Alliés. Ce 15 août, c'est la France libérée par elle-même qui s'auto-célèbre une fois de plus. Nous étions tombés dans le trou noir de l'histoire. 177 hommes au total. Et puis, avec le temps, le mythe de la France libérée par elle-même s'est déchiré et on a commencé à se souvenir de nous. Le premier à avoir inauguré un monument en notre honneur à Ouistreham, c'est Mitterrand. Puis Jacques Chirac a décoré les derniers d'entre nous de la Légion d'honneur en 2004, 60 ans après les faits. Le commando français du débarquement reçoit le symbole de la reconnaissance de la nation. Il paraît qu'on attend longtemps, c'est meilleur, il paraît. Mais enfin, bon, tout arrive dans la vie, hein, faut pas désespérer. Hein. Les Français du commandant Philippe Kieffer furent les premiers soldats... Devant nous, les oubliés, désormais les présidents s'inclinaient. Ça faisait tout drôle, après tant d'années. Nous ne sommes plus qu'une poignée aujourd'hui. Tous les 6 juin, comme les copains, je reviens sur ces lieux qui ont marqué toute notre vie. Aujourd'hui, sur cette plage, on y joue, on s'y baigne. Mais moi, j'y vois des barbelés et des champs de mines. J'y vois mes copains et le sourire de leurs 20 ans. Salut. Je me souviens du bruit des balles. C'est quand même malheureux de mourir à 20 ans. Quel âge as-tu? 34 ans. Moi, j'en avais 18. Tout ça, c'est comme des frères, quoi. Surtout ceux qui restent. Mais ce que nous avons évidemment sur le cœur, c'est de ceux qu'on a laissés. Tous ceux qui sont morts alors que nous on est là. Mais enfin, je pense, celui qui est croyant, je pense qu'il y a quelque chose derrière qu'on se retrouvera probablement. On espère toujours. Je me souviens de vos rires, de vos coups de gueule, de vos blagues. Je ne vous ai pas oubliés, mes camarades, mes frères. Mais qui se souviendra de nous quand nous ne serons plus là ? Nous étions 177. Nous venions des 4 coins du pays, de l'outre-mer et des colonies. Parmi nous, des ouvriers et des bourgeois, des hommes qui croyaient au ciel et d'autres qui n'y croyaient pas. Nous étions 177, si différents et pourtant si semblables. Nous étions 177 ce 6 juin 1944. Seulement 177, à côté de 150 000 Américains, Anglais et Canadiens. Mais ce jour-là, nous étions toute la France.